En termes de four pour les particuliers, on a de plus en plus de choix à notre disposition et ça c'est vraiment génial pour les amateurs de pizza. En revanche, ça peut compliquer un petit peu le choix quand il s'agit de s'arrêter sur un modèle en particulier. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble le Unicoda 16 et on va cuire les toutes premières pizzas dedans pour se rendre compte du potentiel qu'offre ce four pour les particuliers. Et pour ceux qui souhaitent une recette à utiliser en rapport avec la vidéo que vous allez regarder, eh bien il suffit de suivre la recette suivante qui sera réalisée à partir d'un préferment Biga. Bon visionnage! Les proportions de la biga pour la recette de la vidéo sont de 90 g d'eau froide dans lequel je vais dissoudre 1 g de levure. Le fait de mélanger la levure dans l'eau permettra une meilleure dispersion de la levure dans la farine et dans la biga, sachant qu'il y a très peu d'eau. Là, j'ai 190 g de farine. Je verse toute l'eau dedans. Je vous rappelle que la biga ne doit pas être pétrie, donc on va simplement mélanger, faire en sorte que la farine soit hydratée et forme des gros morceaux, plus ou moins de tailles différentes, à la fin. Donc pour ça, on peut simplement mélanger délicatement du fond vers le haut, disperser l'eau dans la farine sans créer un seul gros bloc de pâte. Voilà, dès qu'on a des morceaux qui sont plus ou moins compacts, on va pouvoir travailler uniquement à la main. Du bout des doigts, comme si on voulait faire un sablage, on va juste venir prendre les petits morceaux. Voilà, continuer d'hydrater la pâte en massant légèrement la farine et l'eau ensemble. Voilà, donc vous avez vu, ça prend pas beaucoup de temps au final, on va dire 2-3 minutes. Là, on voit bien qu'il n'y a plus de farine sèche dans le fond. On a des morceaux irréguliers de pâte. Donc c'est impeccable quand c'est comme ça. Ensuite, il reste simplement à couvrir de façon non hermétique. Vous pouvez aussi utiliser un film alimentaire que vous percez d'un ou deux trous. On laisse fermenter à température ambiante. En général, dans une maison, il fait 22-24 degrés. C'est pour ça que je ne mets pas la dose conventionnelle de levure qui est de 1%, mais j'ai mis seulement 0,5% pour environ 24 heures de fermentation. Et au terme du temps de fermentation, on verra que la biga n'a pas vraiment pris de volume, mais à la place, elle est plus extensible et surtout il y a une très bonne odeur qui s'en dégage. Moi j'apparente ça à une odeur un peu type yaourt avec une pointe d'alcool. Ça vous donne une indication sur le type d'odeur que vous devez sentir quand vous faites une biga. Si vous avez à peu près ce que je viens d'écrire, vous êtes plutôt sur la bonne voie. Donc on va pouvoir faire la rafraîchie. Pas mal de gens m'ont demandé sur les réseaux comment faire pour dissoudre une biga à la main. Et c'est vrai que c'est pas le plus simple. C'est un peu plus facile au robot en général, ou en tout cas avec un bon pétrin. Donc ça tombe bien parce que moi j'ai une solution à vous proposer pour ça. Donc on va déjà commencer par verser la totalité de la biga dans le plus grand bac. Ce qu'on peut faire, c'est la casser en petits morceaux, ça aidera à l'hydratation par la suite. Et là, de la totalité de l'eau qui est prévue pour la rafraîchir, je vais en extraire une petite partie pour dissoudre la biga, donc vraiment très peu. Avec votre main, vous allez venir prendre la biga et la compresser entre vos mains tout en y incorporant l'eau. Et le fait de mettre peu d'eau, ça va aider tout simplement à ne pas avoir ce phénomène un peu grumeau qu'on a quand on veut intégrer toute l'eau au début et dissoudre la biga dedans. Donc là, on va simplement répéter ce geste jusqu'à ce que vous sentiez que la biga soit bien hydratée et qu'elle puisse après s'intégrer avec la farine correctement sans avoir de morceaux vraiment non solubles. Et là, on aurait pu même mettre encore un peu moins d'eau parce que finalement, là, il y en a déjà trop. Mais enfin, le principe reste le même, il faut vraiment la dissoudre avec peu d'eau. Il faut prendre un petit peu de temps pour faire ça. Une fois que j'ai bien malaxé ma biga avec l'eau, je vais la laisser tout simplement poser pendant une dizaine de minutes, 20 minutes si vous voulez, faites autre chose, c'est pas très grave. Mais on va lui laisser un temps de repos pour bien s'hydrater. Une fois qu'elle a bien trempé, on va pouvoir continuer en ajoutant un peu de farine. Et on y va pour le mélange à la main. Vous devriez vous rendre compte que c'est beaucoup plus simple d'obtenir une pâte homogène assez rapidement, contrairement à si vous avez déjà fait ça sans
faire l'étape ou procéder comme je l'ai expliqué, peut-être que vous aurez plus de difficultés. Et encore une fois, pourquoi je ne mets pas d'abord le reste de l'eau, c'est parce que je veux tout simplement avoir un début de pâte homogène qui sera ensuite beaucoup plus simple à travailler. Donc là on est bien, je vais pouvoir rajouter encore un peu d'eau, presque tout, je vais en garder une petite partie juste pour régler l'hydratation à la fin. Je rajoute mon reste de farine. Là on le fait en plusieurs étapes, ça peut paraître compliqué mais en fait il n'y a rien de spécial, c'est juste qu'on permet d'abord à la biga de s'hydrater et de se consolider avec le reste de la pâte et puis après on met le reste des ingrédients tranquillement. Et pour terminer, je vais mettre le sel. Et encore un filet d'eau. À nouveau, une bonne technique pour intégrer tout ça, c'est de compresser la pâte entre ses mains, enfin entre ses doigts, dans le creux de sa main. Et puis comme on a une hydratation élevée, on va faire une pâte homogène et laisser reposer pour pratiquer ensuite des rabats. Toujours ce geste hein, d'étirer la pâte, puis de la ramener sur elle-même. Ensuite, quand on a formé un cylindre, on peut retourner la pâte d'un quart de tour et continuer. Bon, c'est la manière la plus simple que j'ai trouvée pour faire un travail homogène. Alors ça colle, mais franchement, faut pas avoir peur parce que si vous utilisez la bonne farine, et j'espère que vous le ferez, d'ailleurs j'ai mis une indication sur la farine que moi j'ai utilisée à la fois pour la biga et pour la pâte finale. Donc si vous voulez vous procurer ce genre de produits qui vous faciliteront la tâche, bah, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Après ça se voit pas en vidéo, mais là il y a vraiment zéro grumeaux ou de boules sèches de biga, ce qui moi-même m'arrivait parfois avant quand je faisais la main. Mais depuis que j'ai eu l'idée de faire la technique que je vous ai montrée, j'ai plus du tout de problème avec les bigas à la main. Voilà, là je suis content, allez hop, ça colle pas. Je vais la laisser dans son petit récipient propre. Je vais la laisser là au repos pendant 30 minutes. Simplement je vais mettre au frais parce que comme je vais laisser encore fermenter 24 heures au frigo, je veux pas que là ça redémarre trop vite. Après quelques minutes, on peut procéder au rabat. Et je vais en profiter pour vous montrer une autre technique pour donner de la force à la pâte lors des rabats. On sort tout ça. Donc on peut utiliser ce qu'on appelle la lamination. En fait, ça consiste tout simplement à étirer le pâton dans toutes les directions pour former une sorte de rectangle vraiment le plus fin possible. Après, pas trop fin non plus, mais voilà. Donc on prend de la matière à chaque fois, on part du centre, on va bien en dessous, on tire et on colle la pâte comme ça. On fait pareil tout autour de la pâte pour étaler vraiment toute la matière. Bon là après, pour une pâte comme ça, il n'y a pas vraiment besoin de le faire dans le sens où on a déjà la biga, on a déjà une certaine force qui est amenée par ce préferment et la farine qui est assez forte. Donc on n'a pas besoin de le faire, mais bon, j'en profite pour montrer ça parce que j'y pense. Et une fois qu'on l'a étalée comme ça, on la laisse en général 4-5 minutes pour vraiment qu'elle se détende. Et puis après, on peut procéder au rabat. Pour ce faire, il suffit simplement de reprendre la pâte et de la reformer sur elle-même. Du coup, ça ressemble à un rabat normal à la fin. Après, on peut reformer la boule initiale. Et là, on a un bel aspect bien lisse avec de la tension. Donc là, il n'y aura même pas besoin de faire un deuxième rabat. À ce stade-là, on va pouvoir la mettre directement en fermentation pendant encore 12 heures minimum au frais. Et jusqu'à 24 heures, ça ne posera pas vraiment de problème.
Et voilà, la prochaine étape, ce sera la division et le façonnage des pâtons. Après la fermentation au frigo, la pâte a bien gonflé. Je l'ai laissé à température ambiante un petit peu parce que j'aime pas bouler quand c'est trop froid. Façonner les pâtons. Préparer à côté un bac pour les pâtons. Et ensuite on peut bouler. Pas besoin de serrer trop la pâte. Du moment qu'à la surface elle est lisse. En dessous on s'assure que c'est bien fermé. Et voilà. On peut les déposer dans le bac où on les laissera pousser jusqu'à ce qu'il double du volume et qu'il soit bien souple pour l'étalage. Le temps peut varier, ça peut aller de 3 heures si vous avez été léger sur le façonnage et qu'il y a une température relativement élevée. Ça peut prendre jusqu'à 6-7 heures parfois. Donc ce sont des paramètres qu'il faut savoir prendre en compte pour pouvoir gérer au mieux la préparation des pizzas. 6 hours later. Et maintenant, on va pouvoir tester la cuisson avec le Ooni. Ça va être les premières pizzas que je fais avec. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Donc là, dans ce four-là, on peut faire des pizzas de taille plus grande, mais on va commencer par des tailles normales puisque c'est plus simple à manipuler. Puis je veux voir comment il se comporte et pas me retrouver avec des pizzas qui crament trop rapidement que je ne peux pas manipuler. Avec ce four, on a la possibilité d'avoir une pelle assez grande qui fait 15 pouces. En plus, elle est perforée, donc c'est pas mal pour enfourner. Il y a d'autres modèles, mais je pense que c'est celui-là le plus intéressant. Puis ça laisse une surface de travail relativement grande pour manipuler la pizza. On a dit qu'on faisait pas trop grande, puis au final, je suis en train de la faire grande. Hop, voilà. Allez, c'est parti au four, on va voir le résultat pour la première. Par contre, une fois lancé, je vais baisser la flamme parce que je pense que c'est bien trop vif pour cuire. Voilà, pour l'instant, ça se passe plutôt bien, la coloration. En général, au début, on laisse 30 secondes à peu près pour que ça saisisse le fond, qu'on puisse la retourner, sinon ça colle à la pelle. Puis après, on tourne en fonction pour homogénéiser la cuisson. L'intérêt du brûleur en L, c'est justement que ça permet d'avoir une cuisson plus régulière sur le pourtour de la pizza sans avoir à trop la manipuler. À l'inverse du Coda 12 qui est avec une flamme uniquement au fond. Donc là, il faut vraiment être beaucoup plus vigilant avec le Coda 12. Voilà, je pense qu'on est pas mal. On va finir avec 2-3 feuilles de basilic pour la couleur. Et un petit trait d'huile d'olive. Après chaque cuisson, je vous conseille de remonter la flamme à fond pour que la sole puisse reprendre la bonne température, aux alentours de 400-420 si vous voulez cuire une pizza napolitaine. Si vous avez un pistolet laser, c'est encore plus pratique pour s'assurer la température de la sole puisqu'il suffit de viser, on est à peu près sûr. Donc là, après la première cuisson, il est retombé à 370-380. Ouais, ça dépend un petit peu du point, mais on va dire que c'est pas à température. Donc je pense que vous pouvez laisser 2 à 3 minutes entre chaque pizza. Et ça assurera que le fond soit vraiment bien cuit.
Là, vous voyez, j'ai oublié de baisser la flamme après avoir enfourné. Je viens seulement de le faire et donc on a cette partie-là devant qui a eu le temps de prendre un peu trop de couleur. Et voilà la deuxième. Là, on voit la face qui est restée trop longtemps exposée à une flamme trop vive. C'est pour ça que je vous dis, pour commencer, vaut mieux cuire avec une flamme plus basse et pas se faire surprendre. Ça reste déjà très efficace. Je pense qu'on peut cuire à flamme très vive, mais dans ce cas-là, il faut avoir un empattement plus sec qu'on pourra tourner plus rapidement. Donc voilà la deuxième. Bon, ça reste quand même très beau, hein. Plutôt appétissant. Voilà le genre de structure qu'on obtient facilement avec une biga, surtout si on laisse un petit peu de matière sur les bords. On a vraiment des filaments très fins et beaucoup d'air. Il ne faut pas oublier que la biga, ça apporte surtout des arômes spécifiques. Donc il ne faut pas tout miser sur l'apparence. Parfois, il faut aussi ne pas oublier le goût. C'est quand même la base des pizzas. Donc voilà notre trio de pizza. Celle qui a été un petit peu brûlée comme on avait laissé à haute température, à haute flamme, pardon. La première qui est très bien. Et la dernière pour laquelle j'ai laissé un peu plus de matière pour montrer les bords. Voilà. Franchement, rien à dire pour des premiers essais. La cuisson a été gérable facilement. J'ai pas été trop surpris par la température. Donc, essai plutôt concluant. On a terminé la session de cuisson, donc on va pouvoir éteindre le four. En conclusion de ce premier test, ce que je peux dire, c'est que j'étais très agréablement surpris par les performances du Unicode A16. Malgré son apparence relativement basique, il cuit très convenablement. En tout cas, en ce qui concerne les pizzas napolitaines. Si vous aviez un œil sur ce four, eh bien, je ne peux que vous encourager à l'acheter. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, j'ai mis les liens en conséquence dans la description de la vidéo qui vous guideront sur la page de Ouni pour réaliser votre achat. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous encourage à le faire car dans les prochaines vidéos, on pourra tester tout le potentiel de ce four et aussi on pourra le mesurer face à la concurrence. C'est fini pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir visionné. Je vous retrouve très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!